km, mais avec tous les zigzags, Oui. je comptais peut-être à peu près 6. En plus, on prend pas le chemin le plus court. Ah non, ça, on le fait en mode zigzag. Oui, Quoi. ouais. On a chance de ne pas cramer sur la chaleur. Oui, heureusement que ouais. C'était pas 3 jours en arrière. Tu veux refaire l'interview de Patrick? T'as vu? Ah, ouais, tu veux. Okay. À toi l'honneur. Hein. Patrick, tu veux te lire quelque chose? Oh, tu veux faire une interview? En avançant, si tu veux. Oui, ouais. Oui, donc je dis, ce que je disais tout à l'heure à Alain, c'est sûr, bon, en ce moment, il y a des conflits de personnes, des conflits d'ego au sein des Gilets jaunes. Bon, il faut c'est l'unité, il faut privilégier l'unité et pas tomber dans les querelles de personnes qui affaiblissent le mouvement. Mais c'est ce que je disais à Alain. Ce que je disais à Alain, c'est que bon, l'être humain, c'est compliqué de gérer l'être humain. Partout où tu as des êtres humains, tu as des communautés de personnes humaines, tu as des histoires. Hein. Dans les entreprises, c'est souvent conflictuel. Moi, je fréquente une maison de retraite où il y a des vieux. J'y vais pouvoir rendre visite à quelqu'un. Il y a des vieux, il ne faut pas les mettre ensemble à table. Dans les familles aussi, tu as des histoires. Dans ma famille, il y a de nombreuses histoires. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années. Hein. Donc, quand il faut gérer les êtres humains, c'est toujours très compliqué, très compliqué. Hein. Et d'abord, à la base, c'est ce que je disais à Alain, les 12 apôtres de Jésus se disputaient entre eux. Hein. Ils se disputaient entre eux sur leur rôle dans le groupe, sur leur importance. Alors pourquoi se disputaient-ils entre eux alors qu'ils étaient d'accord sur le fond, hein. Même après la mort de Jésus, ils ont poursuivi l'évangélisation, ils en sont morts quasiment tous. Mais ils se disputaient parce qu'ils n'étaient pas du même niveau social. Tu avais des collecteurs d'impôts, tu avais des pêcheurs, et le caractère aussi qui joue. Hein. Tu avais des gens comme Thomas qui avaient des caractères plutôt réservés, et des gens comme Pierre qui avaient plutôt des caractères exaltés. Donc dans toutes les communautés d'êtres humains, tu as des histoires. La Renaissance italienne, les 3 plus grands génies de l'art dans la Renaissance italienne, c'est Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Il y avait une ambiance de chiottes, entre eux, ils ne s'entendaient pas. Michel-Ange et Léonard de Vinci étaient réputés de se détester entre eux. Quand ils se fréquentaient, ces 3 génies, hein. Ils ont vécu à la même époque. Quand Léonard de Vinci ou Michel-Ange se rencontraient à Florence, ils changeaient de trottoir, ils s'engueulaient, ils n'étaient pas d'accord. D'abord, ils étaient en compétition, hein, par rapport aux commandes des mécènes. Ils étaient en compétition. Ils n'avaient pas la même vision de l'art et du rapport à la vie et à tout ce qui l'entoure. Hein. Et un jour, il y a un mécène. Je crois qu'on fait une émission, en fait. Ah, d'accord. Un jour, il y a un mécène qui a demandé à Léonard de Vinci et à Michel-Ange de repeindre la salle du conseil du Palazzo Vecchio. C'est l'hôtel de ville de Florence. Et bien, le chantier, à peine commencé, s'est arrêté. Ils s'insultaient. Léonard de Vinci et Michel-Ange s'insultaient à longueur de journée sur leur travail respectif. Donc le travail n'a pas été fini. Il n'a même presque pas commencé. Quant au 3e larron, Raphaël, Léonard de Vinci, j'ai pas souvenir qu'il a tenu des propos méchants sur Raphaël. Mais Michel-Ange détestait Raphaël. Michel-Ange avait un caractère très ombrageux. Hein. Il avait un mauvais caractère, très ombrageux, très jaloux. Et il détestait Raphaël. Et il disait que la peinture de Raphaël, c'était une peinture lisse, opportuniste. Il disait que la peinture de Raphaël, c'était une peinture lisse et opportuniste. Ouais, parce qu'il obéissait aux commandes des autorités ecclésiastiques, Raphaël. Et sa peinture, c'est vrai, quand on la voit, elle paraît très lisse. Enfin, à mon avis, hein, je ne suis pas connaisseur. Bon, et on retrouve ça sous Louis XIV, à l'époque où la France dirigeait le monde. Au Conseil des ministres de Louis XIV, tu avais des ministres qui se jalousaient entre eux. Hein. Fouquet, par exemple, qui a fini au bagne, apparemment Colbert a beaucoup participé à sa disgrâce, Colbert, ministre des Finances. Et puis, à la fin du règne de Louis XIV, tu as eu l'affaire des poisons. C'est-à-dire, on a découvert dans Paris un réseau d'empoisonneuses et d'ensorceleuses fréquentées par la haute société quand ils voulaient se débarrasser d'une personne gênante. Et ben, on dit que c'est Louvois, ministre de la Guerre, qui aurait monté cette affaire en épingle pour nuire à Colbert, ministre des Finances, parce que plusieurs proches de Colbert étaient mêlés à cette affaire. Donc tu vois, partout où tu as des êtres humains, tu as des histoires. Napoléon, c'est pareil. Talleyrand et Fouché complotaient contre Napoléon auprès des puissances étrangères. Fouché, ministre de l'Intérieur, Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. Napoléon le savait par ses espions, mais il disait rien. Il préférait les conserver près d'eux que les savoir loin de lui. Hein. Voilà. Et au XXe siècle, récemment, dans la politique française, on sait que, par exemple,
Mitterrand détestait Rocard. Hein. Il avait été obligé de le nommer Premier ministre en 88, après la réélection de Mitterrand, parce que la gauche avait une majorité très relative au Parlement. Donc Mitterrand a été obligé de nommer Rocard Premier ministre, qui était un homme d'ouverture de centre-gauche, pas vraiment de gauche. Mais à peine l'avait-il nommé que quand il recevait une huile du Parti Socialiste, il leur répétait « Rocard, dans quelques mois, on y verra à travers ». C'était sa phrase. Quand il recevait des huiles du Parti Socialiste, Rocard, dans quelques mois, on y verra à travers. Il venait de le nommer Premier ministre. Hein. Il le détestait. Il aurait pu lui jeter un autre pour que celui-ci le ramasse avec sa gueule par terre. Hein. Et des années auparavant aussi, il y avait eu, par-delà les rivalités politiques, la haine que Pompidou éprouvait envers son Premier ministre Chaban-Delmas. Hein. Parce que Chaban-Delmas, c'était en 1969, 69 voulait mettre au point... Même changer de côté, parce qu'il y a les bus qui arrivent. Ouais. Chaban-Delmas, c'est vieux, tout le monde a oublié ça. Voulait parler beaucoup de la nouvelle société. La nouvelle société, après mai 68, c'était pour un peu décrisper la société. Hein. C'est-à-dire une ouverture politique au centre, plus de liberté d'expression, plus de dialogue social. Et cette nouvelle société vantée par le Premier ministre Chaban-Delmas déplaisait profondément à Pompidou, qui était un conservateur de droite. Donc au bout de quelques années, il l'a viré, mais il avait la haine de Pompidou, avait la haine de Chaban. Mais ça, on retrouve ça tout le temps. Dans la politique américaine aussi, il y a eu des haines entre des présidents et des vice-présidents, il faut le faire. Roosevelt, le président qui a géré une grande partie de la guerre, le président américain, 4 mandats consécutifs, il est réélu fin 1944. Et 3-4 mois après, début avril 1945, il décède, apparemment d'une polio. Il décède, et c'est son vice-président, Truman, qui le remplace. Mais Roosevelt n'avait pas mis au courant Truman des dossiers en cours, parce que c'était la fin de la guerre. On négociait le partage du monde avec les Russes. Il y avait eu la conférence de Yalta, il y allait avoir la conférence de Potsdam. Et bien Truman s'est retrouvé parachuté président des États-Unis sans être au courant des dossiers en cours. Et notamment, c'est un fait incroyable, Roosevelt ne l'avait pas informé que les Américains étaient prêts de finaliser la bombe atomique. Roosevelt n'avait pas du tout informé son vice-président. Il l'avait reçu que deux fois depuis qu'il était vice-président. Ça faisait 3-4 mois qu'il était vice-président. Il ne l'avait pas informé que les Américains étaient très près de mettre au point l'arme nucléaire, la bombe atomique. Et il a bien fallu lui dire quand il a été désigné président, Truman. Voilà, il est tombé de l'armoire. Il n'était pas du tout au courant de ça. Hein. Voilà, Roosevelt n'aimait pas Truman, qui avait été désigné par le Parti démocrate. C'était pas le même milieu social. Roosevelt est d'une famille de patriciens, de gens très riches. Cette famille avait déjà fourni un président aux États-Unis au début du XXe siècle. Roosevelt, il s'appelait. Et puis Truman était d'un milieu modeste, fils de fermier. Il avait même, dit-on, à un moment donné, ouvert une boutique de vente de cravates et de chemises. Tu parles que les proches de Roosevelt n'arrêtaient pas de répéter que Truman était un vendeur de chemises et de cravates. Donc le pauvre Truman, excuse-moi, s'est retrouvé. Le pauvre Truman, du jour au lendemain, suite au décès soudain du président Roosevelt à la fin de la guerre, s'est retrouvé propulsé président des États-Unis sans être au courant des dossiers en cours, c'est-à-dire du partage du monde qui se négocie avec Staline, et sans être au courant que les Américains étaient prêts à finaliser l'arme nucléaire. Et quand il a été élu, Truman, il a réuni toute sa famille et il a dit cette phrase célèbre: il y a sans doute 100 000 Américains plus compétents que moi pour être président des États-Unis, mais le destin a voulu que ce soit moi et je ferai le job. Il a fait malheureusement le job parce que face aux Japonais qui étaient les alliés des Allemands, les Allemands étaient défaits, face aux Japonais qui étaient les alliés des Allemands qui ne voulaient pas se rendre, qui ne voulaient pas faire leur réédition, Truman a utilisé l'arme atomique, l'arme nucléaire, pour pousser les Japonais à signer la réédition. Voilà. Donc, et puis ensuite, après, il y a eu une haine entre Kennedy et son vice-président Johnson. C'est plus l'entourage de Kennedy que Kennedy lui-même. Mais l'entourage de Kennedy détestait Johnson. Et l'inverse était vrai. Johnson avait été désigné vice-président pour des raisons politiques, parce qu'il représentait le sud des États-Unis, tandis que Kennedy représentait la côte est, un peu un télo très démocrate. Voilà. Mais ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas du tout. Ils n'étaient pas du même milieu social. Ils ne s'aimaient pas du tout. Et il y a même des thèses complotistes qui disent maintenant que c'est comment il s'appelle, Johnson, c'est Johnson qui aurait fomenté l'attentat contre Kennedy. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense, moi, comme j'ai déjà dit dans une vidéo,
que c'est la police de Dallas qui a assassiné Kennedy. Y a-t-il eu des ordres? Je ne sais pas, mais pour moi c'est un attentat qui est fomenté par la police de Dallas. Voilà. Lee Oswald n'a été qu'un leurre, qu'un pigeon dans cette affaire. On s'est servi de lui. Voilà. Donc voilà, tout ça pour te dire que quand on parle des bisbilles qu'il y a dans les gilets jaunes, les problèmes d'ego de personnes, dans tout groupe humain, tu as toujours des problèmes de personnes, des problèmes d'ego, des problèmes de caractère, voilà, qui ne sont pas compatibles. Je finirai par dire que moi j'ai travaillé à la banque pendant 41 ans. Et quand je bossais en agence, tous les 3 ans, on changeait de directeur d'agence. Et ben, c'était curieux à observer le comportement aussi bien de la clientèle que des employés par rapport à ce changement de directeur. Il y a des gens, et à compétence égale, en changement de directeur à compétence égale, tu avais des gens qui préféraient l'ancien directeur, et tu en as d'autres qui préféraient le nouveau directeur. Il y a même qui ne se faisaient pas au nouveau directeur, qui ne se sont pas fait au nouveau directeur, des clients qui ont suivi le nouveau directeur, qui ont suivi l'ancien directeur dans sa nouvelle agence. C'est bizarre les comportements humains, les relations humaines, c'est très très bizarre. Voilà, donc c'est pas facile de gérer les êtres humains. C'est pas facile. Moi, j'ai eu les mandats syndicaux, je me suis occupé d'un conseil syndical presque tout seul pendant 10 ans. Je peux te dire que c'est difficile de gérer les êtres humains, les caractères, les comportements, les intérêts. C'est très très compliqué. C'est très compliqué de gérer les êtres humains. Et le pire, c'est la famille encore. Oui. Le pire, c'est la famille. Parce que, tu sais, moi je pense qu'il vaut mieux parfois avoir sa famille loin de soi. Parce que on est souvent obligé de fermer sa bouche parce que sinon ça ferait des histoires sans arrêt. La famille, c'est compliqué, très compliqué. Voilà. Donc entre les gilets jaunes, il faut essayer quand même de se supporter parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes tempéraments. Pour avoir des idées politiques un peu différentes aussi. Mais c'est pas une raison pour mal se parler, pour s'envoyer des messages vengeurs ou menaçants. Faut pas en arriver là. Non. L'ennemi, c'est pas le gilet jaune. L'ennemi, c'est le pouvoir en place. La propagande qui nous fait depuis des années, le bourrage de crâne. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai que la vie, elle peut être très belle à certains moments et très cruelle à d'autres. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci. Merci bien. Alors ça y est, t'as terminé? Ça y est, ouais.